Bonjour, bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les autres. Lucie Aubrac, ils partiront dans l'ivresse. Lucie Aubrac, 1912-2007, agrégée d'histoire, professeure à Lyon, a activement participé à la résistance. Elle est l'auteure de « La résistance expliquée à mes petits-enfants ». Ils partiront dans l'ivresse constitue le témoignage exceptionnel d'une femme de l'ombre qui est entrée au panthéon des héroïnes de l'histoire française. En souvenir d'Hélène et d'Albert et de toutes les autres victimes de la Gestapo et de la milice de Lyon. Avant-propos. Je suis née dans une famille de vignerons maçonnés. À cause de mon père, grand blessé de la guerre 14-18, je fus, très jeune, passionnément pacifiste. Pendant mes études universitaires à la Sorbonne, de 31 à 38, j'ai été confrontée aux problèmes du fascisme et du racisme, aussi bien dans un cercle international de jeunesse qu'aux étudiants communistes. Des jeunes Polonais, Hongrois, Roumains, Allemands nous racontaient les persécutions politiques et raciales dans leur pays. Mon premier poste d'agrégé d'histoire fut le lycée de jeunes filles de Strasbourg. De l'autre côté du Rhin, Hitler avait derrière lui tout un peuple fanatisé. On savait que dans des camps étaient réunis les hommes de gauche et les juifs allemands, sous la garde de SS et de droit commun. On les appelait déjà camps de concentration. Pendant l'année scolaire 1938-1939, je fis la connaissance d'un jeune ingénieur des ponts et chaussées, qui, sur Citerre, faisait son service militaire comme sous-lieutenant du génie à Strasbourg. Il venait de passer 1 an au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Je devais, l'année suivante, aller avec une bourse aux États-Unis pour commencer ma thèse. Il fut mon informateur sur la vie là-bas. Il fut bien plus. Vite amoureux l'un de l'autre, nous nous étions promis de nous marier à mon retour. La guerre a éclaté le 3 septembre 1939 et j'ai décidé de ne pas partir. Le 14 décembre 1939, nous étions mariés. Raymond Samuel est d'origine juive. Ses ancêtres sont venus de Pologne au début du XVIIIe siècle. Ses professeurs de Boston, après la débâcle, alors qu'il venait de s'évader d'un camp de prisonniers de guerre, lui ont offert un poste d'assistant. Moi, j'avais toujours ma bourse. En septembre 1940, nous avons demandé nos visas pour préparer notre départ vers les États-Unis. Puis, nous y avons renoncé. Pouvions-nous laisser derrière nous nos familles, nos amis et notre pays occupé? À partir de cette décision, notre destin était tracé. La participation à la création et au développement d'un mouvement de résistance. La vie de tous les jours, professionnelle et clandestine. Avec un enfant, né en 1941, nous avons eu l'incroyable chance de rester légaux jusqu'au printemps 1943. Nous avions à cette période chacun 2 vies distinctes. Et comme dans la définition géométrique des parallèles, nous faisions notre possible pour qu'elles ne se rencontrent pas. Préserver une apparence de vie normale était l'un de nos soucis. Notre foyer était pour nous un élément d'équilibre et de détente. C'était si rare dans notre monde de clandestins, un couple, une famille capable d'accueillir des passants furtifs et solitaires. Nous étions Raymond et Lucie Samuel, tout à fait transparents. Officiellement, nous habitions depuis l'automne 1941 à Lyon, avenue Équirol, une petite villa avec une bonne, Maria, et notre petit garçon. J'étais professeur au lycée de jeunes filles, place Égard-Quinet. Raymond, ingénieur des ponts et chaussées, dirigé pour le compte de l'entreprise Chemin des travaux d'aménagement des pistes et de l'aéroport de Bron. En dehors de cet aspect de vie ordinaire et respectable, nous étions des personnes bien différentes dans une ville parallèle.
En 1943, Raymond, pour les contacts résistants, était Balmont, puis Aubrac, responsable de l'armée secrète de libération. En cas de contrôle de police ou d'arrestation, il avait une identité fabriquée, des faux papiers au nom de François Vallée et un domicile mentionné sur sa fausse carte d'identité. Un petit logement dans le quartier des Canuts, en haut de la Croix-Rousse. Depuis des mois, nous trouvions raisonnable d'y acculer des provisions. Malgré l'envie de les manger avec les copains, il fallait pouvoir tenir, seul et caché, en cas de coup dur. Quant à moi, pour mes camarades résistants, j'étais Catherine. Pour les missions avec risque de contrôle policier, j'avais repris ma carte d'identité de jeune fille, avec l'adresse de ma chambre d'étudiante, conservée à Paris. Mademoiselle Lucie Bernard, rue Rateau, Paris. Un décret de février 1943, instituant le service du travail obligatoire, a tout à coup modifié les priorités dans les activités de la résistance. Les défaites allemandes en Russie ont obligé l'état-major d'Hitler à récupérer dans les usines du Reich tous ceux qui pouvaient être soldats. D'où l'idée de remplacer, par des jeunes des pays occupés, la main-d'œuvre allemande mobilisée. Le décret publié conjointement par Vichy et l'occupant n'a pas soulevé l'enthousiasme, et de nombreux jeunes ont quitté précipitamment leur travail, leur domicile, pour échapper au départ forcé en Allemagne. Une réunion avait eu lieu chez nous, avenue Équirol, début mars. La résistance essayerait d'organiser l'accueil, l'encadrement et l'instruction de tous ces réfractaires. Du coup, l'armée secrète se trouvait en face d'effectifs inespérés. Raymond pour Libération, Mortin Forestier pour Combat, avaient envoyé des agents dans le Jura et en Savoie étudier les possibilités de réception différentes Différentes réunions de comptes rendus étaient fixées au 15 mars. Raymond, pour sa part, avait donné rendez-vous à ses adjoints, Ravanel et Valrimont, dans un appartement prêté par un couple ami au 5e étage du 7 rue de l'Hôtel de Ville. Au cours de cette investigation trop rapidement mise sur pied, un agent de liaison, en gardant Berrieux, s'était bêtement fait prendre. Sur la carte d'identité vierge qui lui avait été fournie, il avait interverti sa date de naissance et la date de délivrance. Le gars ayant parlé, des noms et des adresses étaient tombés dans les mains de la police française. Que d'arrestations entre le 10 et le 15 mars. Une vingtaine de gars, agents de liaison et plantons, de responsables de l'armée secrète et leurs adjoints. Raymond avait donc trouvé une souricière au rendez-vous du 15 mars. Valrimont était déjà pris. Peu après était arrivé Serge Ravanel, qui avait tenté aussitôt une évasion spectaculaire. À son coup de sonnette, un policier avait ouvert la porte et l'avait menacé d'un revolver. « Sortez ce que vous avez dans vos poches !» Serge avait obéi, attrapé dans sa veste une petite matraque télescopique, assommé le flic, dévalé les escaliers à toute vitesse pour se heurter à mi-chemin à un policier qui montait. Il s'était empoigné, était tombé. Au moment où Serge prenait le dessus, 2 autres flics étaient arrivés en renfort. Bien entendu, cela avait été sa fête. Ravanel avait raté son évasion, Raymond aussi lors de la perquisition à son logis clandestin. Valrimont, pour n'être pas en reste, avait connu le même échec. Du commissariat, il s'était enfui au petit jour, poursuivi par un agent moins endormi qu'il n'en avait l'air. Il avait foncé, tourné dans une petite rue à angle droit. C'était une impasse. Commença pour eux l'itinéraire ordinaire. Commissariat, dépôt, prison après un rapide interrogatoire d'un juge d'instruction. Au mois de juin, coup sur coup, à la suite de trahison, la Gestapo réussit 2 séries d'arrestations catastrophiques pour la résistance. À Paris, elle arrête le général Delestrin, chef d'état-major de l'armée secrète. À Lyon, le 21 juin 1943, Jean Moulin, représentant du général de Gaulle, président du Conseil national de la résistance,
est arrêté par Barbie. Trop tard pour que son œuvre soit compromise. Il est mort sous la torture, mais la relève était assurée. Tandis que se déroulaient ces événements tragiques, la vie continuait avec ses difficultés matérielles, avec les responsabilités et les actions du combat clandestin. La répression était de plus en plus brutale. Tant grossissaient les forces de police de Vichy et les effectifs de la Gestapo. J'avais ma place dans la résistance. Jeune femme passionnément liée à mon mari, j'avais réussi à le libérer en mai de la prison française où il était enfermé depuis le 15 mars. Je mis toute mon ardeur et mes camarades du groupe franc tout leur courage à le sauver du poteau d'exécution promis par la Gestapo après son arrestation à Caluire avec Jean Moulin. Je vivais en même temps ma seconde grossesse. Engagée comme je l'étais, il n'était pas question de tenir un véritable journal intime. C'est pourtant la forme que j'ai voulu donner à ce récit, qui couvre 9 mois, de mai 1943 à février 1944, de ma vie de résistante, d'épouse et de mère. J'ai essayé de faire un récit aussi exact que possible, dans le temps et dans les faits. Je me suis aidée, pour cela, de mes propres souvenirs, de ceux de mon mari et des témoignages de nos camarades. En novembre 1943, en janvier puis février 1944, parmi les nombreux messages, sortes de phrases codes, que la BBC émettait de Londres en direction de la résistance française, l'un d'eux concernait la famille Aubrac. Pour des raisons météorologiques, l'avion anglais ne put atterrir en novembre 1943 et en janvier 1944, sur le terrain clandestin où l'attendait l'équipe de réception. Le 8 février 1944, par une nuit de pleine lune, l'avion était au rendez-vous. La BBC avait répété à ses 3 émissions de la journée « Ils partiront dans l'ivresse ».